Hey, salut! C'est le mois de septembre. Alors, on va dire que c'est la saison 2, et j'ai même fait un petit générique avec les moyens du bord. Si vous voulez me soutenir et aider au référencement de la chaîne, n'hésitez pas, partage, abonnement, commentaire, cloche, etc. Bon, on disait c'est le mois de septembre, c'est la rentrée. Vous avez passé de bonnes vacances? Ou peut-être que vous êtes resté chez vous, dans la grisaille? Ou alors peut-être que vous avez eu la chance de voir sur Instagram des super photos de vacances pendant que vous étiez bloqué chez vous, parce que vous n'avez pas pu partir. Ah, heureusement qu'ils sont là, les gens qui postent des photos de leurs vacances. Ça permet à ceux qui n'ont pas les moyens de voyager un peu malgré tout, comme par procuration. Blague à part, c'est quoi cette violence symbolique de ouf? Chaque été, c'est la même chose. Une gigantesque compétition prend place. Je ne parle pas du Tour de France, ni de l'Euro, ni des JO. Je parle de la Coupe du Monde des vacances. Ce grand moment où tous les gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances dans des destinations de rêve sont renvoyés à leurs conditions matérielles par celles et ceux qui s'offrent des voyages extraordinaires. Et cette violence symbolique est donc répétée à la rentrée. C'est le moment où on peut avoir la chance de vivre ce genre de débriefing de vacances. Ça fait sourire, mais imaginez ça avec les enfants. Ouais, c'est dur. C'est encore pire quand il fait moche comme cet été. Par exemple, quand la carte de France ressemble à ça. En gros, seuls ceux qui ont les moyens d'aller sur la Côte d'Azur ou à l'étranger peuvent profiter du soleil. C'est une chose de ne pas pouvoir partir pendant ses vacances. C'en est une autre quand l'impossibilité de partir implique d'avoir un ciel gris au-dessus de sa tête tout le long de ses congés. Le soleil a un vrai effet sur le moral. Quand nos rares vacances sont sous la pluie, c'est triste. Et la tristesse, ça fatigue. Et la fatigue, ça rend triste. Il faut le dire. Sans surprise, ce sont ceux qui auraient le plus besoin de vraies bonnes vacances qui n'ont pas les moyens de s'en offrir. Les métiers les plus pénibles et les plus fatigants ne permettent jamais de vivre de longues vacances paradisiaques. L'inverse est vrai aussi. Les métiers qui permettent de telles vacances ne sont jamais les plus désagréables. C'est un énième effet pervers de la grande compétition bourgeoise capitaliste. Plus on est privilégié, plus on est privilégié. Plus la vie est facile, plus on a d'opportunités. Et moins on est privilégié, plus il y a de difficultés, d'obstacles à surmonter, etc. Les vacances révèlent bien la systématisation des injustices. Par exemple, quand on est riche, on a les moyens de louer une belle maison près de la mer. Mais parfois, on n'a même pas besoin de dépenser son argent pour louer cette belle maison près de la mer. Parce que être riche, ça veut dire aussi avoir des amis riches qui peuvent vous inviter dans leur belle maison près de la mer. De l'autre côté, les pauvres n'ont pas d'amis riches pour leur permettre d'accéder à des destinations de rêve à moindre coût. Au contraire, quand on est pauvre, on doit tout payer soi-même. Cette photo, je l'ai prise sur le site d'Alter Eco. Le titre de l'article était celui-ci. Sauf que justement, pendant les vacances, certaines inégalités se font plus visibles. Et d'autant plus à l'ère des smartphones où tout le monde partage ou s'envoie ses photos de vacances. Impossible de ne pas savoir où sont partis nos amis. Savoir nos amis au paradis quand soi-même on prend la pluie, ça peut être un peu douloureux. Il y a une espèce de cercle vicieux. On bosse dur, donc on a besoin de repos. Donc on met une certaine pression sur ces vacances, qui doivent compenser la pénibilité de notre travail. Donc on cherche à passer les meilleures vacances possibles. Et on voit les vacances des autres. On compare, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et il y a toujours quelqu'un pour avoir passé des vacances plus spectaculaires. Alors progressivement, nos attentes deviennent de plus en plus exigeantes. On rêve de ski, de côte d'Azur, de mer transparente, etc. Mais pour vivre de telles vacances, il faut de l'argent. Alors on retourne au travail, on s'épuise et on met de côté pour le moment sacré des congés. Si on arrive à obtenir ces vacances tant désirées, si on passe effectivement des super vacances, alors inévitablement, on renvoie à leurs difficultés matérielles celles et ceux qui ne peuvent pas se les offrir. Bref, on fait des envieux. Et il n'y a rien de très glorieux à faire des envieux dans une société inégalitaire. À ce propos, vous pouvez aller voir cette vidéo. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer d'éclairer une manière qu'a l'idéologie capitaliste et bourgeoise de s'infiltrer dans notre existence et d'en dicter certains aspects. Voilà la question que je veux poser. De quelle maladie existentielle ce désir de passer de super vacances est-il le symptôme? Dans les derniers formats courts, j'essayais de déconstruire une injonction relativement fréquente aujourd'hui et qui, sous couvert de bon sens et de sagesse, entretient un ethos, une disposition d'esprit qu'on pourrait dire consumériste. En invitant les gens à profiter du moment présent, on indique qu'il faut rentabiliser sa vie, ses expériences, qu'il faut à tout prix vivre les choses intensément.
Je crois que les vacances révèlent bien cela, et ce dès l'enfance. Celles et ceux qui ont détesté l'école le savent très bien, les vacances étaient attendues de pied ferme, et elles semblaient toujours passer extrêmement vite. La veille du retour à l'école, on pouvait avoir l'impression d'avoir gâché ses vacances ou, au contraire, d'en avoir bien profité. Ce qui se passe, à mon avis, c'est que moins on aime aller à l'école, ou, quand on est adulte, moins on aime aller au travail, plus on met de pression sur le temps libre. Le moment des congés, c'est du temps pour soi. Et rien que ça suffit à foutre une certaine pression. Très vite, on est conduit à penser quelque chose comme « je me dois à moi-même de passer de bons moments sur mon temps libre ». Pour toutes les personnes qui travaillent pour payer les factures et non par passion pour leur métier, c'est-à-dire pour l'écrasante majorité des gens, le temps libre, c'est le moment où enfin on peut vivre pour soi, on peut choisir ce qu'on fait, le moment où nos actions cessent d'être entièrement contraintes par une hiérarchie. Mais la manière même dont le temps de travail et les congés sont organisés va déterminer la façon dont nous allons vivre les vacances. Imaginons un monde où il n'y a pas de vacances, mais où, par exemple, on ne travaille que 3 jours par semaine, ou alors où on ne travaille que le matin. Le rapport au temps libre serait très différent. Peut-être que nous n'aurions pas cette terrible impression de fatigue, de ne plus en pouvoir, qui donne le sentiment d'avoir besoin de repos. Parce que le travail, ça prend du temps et de l'énergie. Le temps libre restant est souvent consacré au repos parce qu'on est fatigué. Alors ici, comme on serait moins fatigué, peut-être que le temps hors travail serait réservé à des projets qu'on mènerait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Au lieu de ça, dans notre monde à nous, on est dans une logique un peu abrutissante qui consiste à se tuer à la tâche, puis à prendre 15 jours pour sortir la tête de l'eau. Et si on prend les 15 jours pour se reposer complètement, on finit par avoir l'impression de ne rien faire d'autre que travailler. Soit je bosse, soit je me repose. Ça peut donner un sentiment de vide. Mais en même temps, la pression au travail est telle qu'on a effectivement besoin de déconnecter, de se changer les idées, et ce, sans faire trop d'efforts, vu qu'on est déjà bien fatigué. C'est la logique du divertissement au sens le plus simple, faire quelque chose qui nous permette d'oublier la partie difficile de l'existence. Et quelle est cette chose qui permet efficacement d'oublier le côté relou de la vie? C'est le plaisir. Ce qui tombe très bien d'ailleurs pour une société qui valorise le travail et la productivité. Parce que si on ne peut pas acheter le bonheur, on peut bien au contraire acheter le plaisir. Plus les gens travaillent, plus ils produisent et plus ils sont fatigués. Quand le travail devient trop pénible, on profite de ce temps libre pour consommer du plaisir, pour oublier, pour passer du bon temps. Or, ce plaisir, il est lui-même produit par le travail des autres. Tout ça va donc dans le sens de l'idéal productiviste. Mais qu'est-ce que vous voulez faire en 15 jours? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour rendre la vie tolérable que de se jeter sur ce qui est agréable? C'est pas en 15 jours qu'on redéfinit le sens de l'existence. C'est pas en quelques semaines de congés par an disséminés ça et là qu'on atteint la sagesse, qu'on prend un recul sur nos modes d'existence. On est sous pression toute l'année, on travaille dur, on a des soucis. Alors les vacances deviennent le moment de l'oubli, le moment où on s'autorise à être heureux, à être insouciant. Du coup, tout ça participe d'une grande confusion entre le plaisir et le bonheur. On finit par croire qu'être heureux, c'est être en train de kiffer. La vie est alors régie par deux pôles contraires, soit je souffre, soit je prends du plaisir. Ce qui se transforme en rapport d'équivalence. Si je souffre, je suis malheureux, si je prends du plaisir, je suis heureux. Ce qui peut d'ailleurs devenir, si je souffre, ma vie est ratée, si je kiffe, ma vie est réussie. Donc on cherche des sources de kiff, des moyens de jouir. Et cette recherche n'est pas si simple. Elle implique donc des échecs, des frustrations, des déceptions. Si le plaisir est l'objectif ultime, ou l'unique objectif, tout ce qui nous en éloigne ou fait obstacle est synonyme de souffrance. Ce que je dis n'a rien d'original. Plus nous désirons de choses, plus nous nous exposons à des frustrations possibles. Et ce qui est parfois étrange à rappeler, c'est que la douleur induite par cette frustration semble bien réelle, quel que soit le contexte. Imaginez John Smith, un jeune homme de 16 ans, fils d'un milliardaire de la Silicon Valley. Pour son anniversaire et pour célébrer son permis de conduire, John a demandé à son père une Lamborghini. Mais son père, n'ayant pas réussi à obtenir ce modèle fabriqué à très peu d'exemplaires, lui a acheté une Ferrari à la place. John, qui rêve de cette Lamborghini depuis des mois, est dépité en découvrant la Ferrari. Sa déception le submerge. Il s'effondre en larmes, il crie et donne un coup de pied dans la roue du bolide. Il perd ses moyens. La douleur de John paraît totalement illégitime, bien sûr, parce que nous l'observons avec un regard social, politique, moral. Et de ce point de vue, rien ne peut la justifier. Elle est politiquement ou moralement illégitime. Mais d'un autre côté, John est une victime d'une part de son conditionnement social qui l'invite à rêver de ce genre de voiture, à croire profondément que la valeur d'une personne tient à ce qu'elle possède. Il a été comme contraint par son environnement à adopter ce système de croyances et de valeurs. D'autre part, il est victime de son conditionnement psychologique qui l'a enfermé dans une incontrôlable logique désirante. Il subit sa psyché. Pour John, on pourrait dire que c'est toute sa vie, tout le sens de son existence qui se joue dans chaque objet désiré. S'il ne tient pas ce qu'il veut,
Un vide abyssal se fait sentir en lui. On peut considérer John ridicule autant qu'on veut, mais on peut aussi le voir comme une victime, et on peut aussi reconnaître sa douleur. Aussi illégitime soit-elle du point de vue social, sa douleur n'en est pas moins réelle du point de vue psychologique. Et on peut garder ces deux dimensions à l'esprit. La douleur de John n'a pas le même sens selon qu'on l'observe à travers un prisme collectif ou individuel. Le caprice de John est absurde, mais il souffre vraiment. La douleur de John tient en partie à une forme de confusion. On pourrait dire que John s'est autorisé à penser que la Lamborghini lui était due. Il s'attendait à la voir. Et parce qu'il s'attendait à la voir, on pourrait même ajouter ceci, il considérait y avoir droit. Si John est aussi triste d'avoir une Ferrari à la place de la voiture de ses rêves, c'est qu'il pensait qu'elle lui était acquise. C'est pourquoi il ressent de la déception. La vie ne fut pas à la hauteur de ses attentes. Évidemment, les éléments que j'ai choisis pour cet exemple sont caricaturaux. Il n'y a rien qui puisse sembler légitime dans le fait de vouloir une voiture de luxe. Et cela paraît encore pire quand on ajoute l'idée de dû. Personne ne devrait considérer avoir droit à une voiture de luxe. Et d'ailleurs, les voitures de luxe, ça ne devrait même pas exister. Mais il faut aussi reconnaître qu'on retrouve la même attitude, la même disposition d'esprit, la même structure désirante dans des situations qui nous semblent beaucoup moins problématiques en termes de légitimité. Voilà Jeanne. Elle a eu une année difficile. Elle a changé de job et sa petite amie l'a quittée soudainement. Deux gros changements qui l'ont conduit à devoir déménager. Jeanne est fatiguée et elle attend ses vacances avec impatience. Le mois de juillet arrive enfin, elle va pouvoir partir se reposer pendant 10 jours en Bretagne, au bord de la Vilaine. Sauf que non, c'est l'été 2021, célèbre pour son temps de merde. Il pleut tous les jours, les vacances de Jeanne sont gâchées. Jeanne est triste, frustrée, en colère même. Et s'il nous est plus facile de nous identifier à Jeanne qu'à John, il ne reste pas moins que la confusion est la même. Jeanne comptait sur le beau temps. Elle s'était imaginé se baigner dans la rivière et son rêve lui est volé. La vie ne fut pas à la hauteur de ses attentes. Si je mets ces deux exemples en parallèle, c'est pour montrer que si on met de côté les enjeux sociaux une seconde pour se concentrer sur le phénomène psychologique, on découvre une identité de structure dans le rapport au désir. Et je crois que ce rapport au désir met en lumière un enjeu qui est précisément social. L'idéologie capitaliste dans laquelle nous baignons nous conduit non seulement à vouloir posséder des objets, mais également des choses immatérielles. Certains s'imaginent peut-être libres de toute détermination capitaliste simplement parce qu'ils n'ont pas spécialement de désir consumériste, parce qu'ils n'achètent jamais rien. Mais c'est un peu naïf. Gardons à l'esprit que le capital n'est pas seulement économique et matériel. On pourrait dire que ce que John souhaite posséder, ce n'est pas tant cet ensemble de carrosseries qui roulent vite, mais bien plutôt le symbole associé à l'objet Lamborghini. Avec le modèle rêvé, John aurait renvoyé une certaine image de sa personne. C'est là-dessus qu'il comptait. C'est son identité qui était en jeu. C'est d'ailleurs ce qu'on évoquait avec Baudrillard dans cette vidéo. Aussi, le jour de son anniversaire, John n'a pas l'impression de recevoir une autre voiture, mais plus précisément qu'on lui retire une opportunité narcissique, à savoir un objet dont il aurait été particulièrement fier. Ce dont rêvait John, c'est de la fierté bien précise qui accompagne dans son esprit le propriétaire de cette Lamborghini. Quant à Jeanne, ce qu'elle voulait posséder est également immatériel. Jeanne voulait posséder un moment. C'est-à-dire, pour employer à nouveau ce mot aux connotations mercantiles, Jeanne voulait profiter du moment. Pour profiter de ses vacances, un facteur indispensable était le beau temps. Mais c'est quoi profiter de ses vacances? Avoir rentabilisé son temps, mais ça veut dire quoi? Si je devais faire un pari, je dirais que ça veut dire prendre autant de plaisir que possible. Profiter de ses vacances, ce serait quelque chose qu'on atteint à partir d'une certaine quantité de plaisir. Pour certaines personnes, un rayon de soleil ou une baignade leur suffit à dire que cela a fait leur journée. On s'est baigné une fois, cette journée ne fut pas perdue. Pour d'autres, il en faut plus. Il faut 2 baignades par jour et des dîners bien arrosés, ponctués de suffisamment d'éclats de rire. Parfois, cela ne se mesure pas vraiment, évidemment. C'est simplement une affaire de bien-être. On dira qu'une bonne journée, c'est une journée où on a réussi à oublier ses soucis. Tout repose sur le réflexe de classer les moments en deux catégories. Les moments plutôt désagréables, qu'on veut éviter autant que possible et qui, quand ils s'imposent, nous rendent impatients, on attend qu'ils passent. Et les moments agréables, les moments de plaisir, qui nous donnent le sentiment que l'on profite de la vie et qui passent trop vite. Ces moments dont on dit que c'est eux qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. J'insiste donc encore une fois pour mettre en avant la tonalité économique et capitaliste de notre rapport à l'existence. Après profiter et rentabiliser, on a ici le verbe valoir, qui entretient l'idée que certains moments de vie peuvent valoir plus que d'autres. Que l'on préfère certains moments, c'est une chose, mais considérer qu'ils valent davantage, voilà une disposition mentale qui n'est pas anodine du tout. Et ça ressemble donc bien à une disposition tournée vers la rentabilité. On aurait tendance à évaluer notre vie selon le même genre de mindset que celui de l'investisseur financier. Pour savoir si un moment est un bon moment, on regarde combien on a investi de temps et d'efforts et combien il a rapporté de plaisir. Nous sommes des capitalistes de l'existence. Et oui,
C'est cela le sens de la déception. C'est quand un événement n'est pas à la hauteur de l'espoir que nous avions investi en lui. Dans le cas de John, il avait investi énormément de temps à fantasmer sur le fait de recevoir la Lamborghini le jour de son anniversaire. La joie imaginée et attendue n'ayant pas eu lieu, il vit son anniversaire comme un moment raté, peu importe la Ferrari. Jeanne avait parié sur le fait que cette quinzaine de juillet serait ensoleillée. Elle avait investi son espoir sur des vacances agréables. C'était un investissement sans risque à ses yeux, puisque c'est un mois où il fait beau généralement. Et elle comptait sur le soleil pour que ses jours en Bretagne représentent un réel retour sur investissement. Mais la météo a tout gâché. Jeanne n'avait pas simplement besoin de repos, elle avait aussi besoin de plaisir. Nous nous demandons si nous profitons bien de la vie, tout simplement. Et en se posant cette question, on se met dans une position d'arbitre, contraint d'évaluer chaque moment de notre existence, de les placer sur un spectre, du cauchemar au rêve. En somme, on se met à juger la vie. Et on la juge en fonction de nos désirs. Mais nous ne sommes pas les auteurs de nos désirs, puisque nous héritons, voire subissons, des désirs tout faits, puisque notre héritage familial, culturel, notre environnement nous invite à désirer ceci plutôt que cela. Donc, nous évaluons la réussite et l'échec de notre vie à l'aune de critères arbitraires qui nous sont tombés dessus de manière plus ou moins explicite. C'est un peu dommage, non? Non seulement on passe notre temps à distinguer les moments réussis des moments ratés, non seulement on souffre de chaque moment qu'on identifie comme raté, mais en plus, on nous a imposé les critères qui permettent la distinction. Voilà une forme très nette d'aliénation. On nous contraint, sans que l'on s'en rende compte, à désirer X, et nous souffrons de ne pas obtenir X. Revenons à la question des vacances. Lordon évoque ce problème du désir dans son livre Marx et Spinoza, quoique de manière un peu alambiquée. Vous avez remarqué d'ailleurs la différence entre Lordon à l'oral et Lordon à l'écrit? Quand il parle, il est super clair, quand il écrit, on dirait qu'il fait un concours d'hermétisme. Bref, j'ai jamais trop compris pourquoi il utilisait un concept aussi abstrait que son histoire d'angle alpha pour une idée somme toute assez simple. Il s'agit tout bêtement d'un alignement des désirs. En gros, disons que je suis le propriétaire d'un bateau type galère et que j'ai envie de m'en servir pour aller d'un point A à un point B. Eh bien, si j'arrive à convaincre les gens que leur désir c'est de ramer, qu'ils ont envie de ramer toute la journée, eh bien c'est tout bénef pour moi. C'est la même histoire avec les entreprises. Le patron a tout intérêt à ce que ses employés aient des désirs qui coïncident avec ses ambitions. C'est pourquoi on parle de culture d'entreprise, on fait du team building, etc. On cherche à donner envie aux employés de se donner pour leur boîte. Un gros avantage, c'est que ça élimine les rapports conflictuels. Pas besoin de contraindre les gens à agir d'une certaine manière s'ils en ont eux-mêmes envie. On peut retrouver des problématiques similaires dans les vacances à plusieurs. Même si ça peut arriver qu'on s'engueule, en général, on cherche quand même à éviter autant que possible les confrontations trop violentes. Alors que se passe-t-il? Imaginons 3 couples qui louent une maison ensemble. Alice et Alex, Camille et Claude, Fred et Dominique. Et partons du principe que ces 6 personnes sont pleines de bonne volonté. Il ne reste pas moins que ces 6 individus ont leurs propres désirs, et que ceux-ci ne sont pas toujours parfaitement compatibles entre eux. Un désir, c'est une force, au sens où c'est quelque chose qui nous fait tendre vers un objectif, qui nous met en mouvement. Mais on n'a pas tout à fait affaire à 6 désirs distincts. D'abord, chaque individu est constitué d'une multiplicité de désirs. Ensuite, certains désirs s'alignent d'eux-mêmes sans difficulté, par exemple l'apéro. Mais on a aussi dit qu'il y avait 3 couples. Ces couples peuvent former des duos, des équipes. Il peut être plus facile pour eux d'aligner leurs désirs. Chacun de ces couples, s'ils passaient des vacances seuls, tendrait vers une certaine forme, un rythme, un choix d'activité plutôt que d'autres, une ambiance particulière, etc. Mais peut-être que tous ensemble, Alice, Alex, Fred et Dominique vont subir la forme de Camille et Claude. C'est-à-dire passer des vacances qui ressemblent davantage aux vacances que passeraient Camille et Claude si ce couple était parti seul, qu'aux vacances qu'Alice, Alex, Fred et Dominique auraient passées seuls. On peut imaginer 3 pôles désirants différents. Alice et Alex veulent faire une balade en vélo, Camille et Claude voudraient aller au musée, Fred et Dominique veulent faire des courses pour le dîner. On pensera peut-être, eh bien pas de souci, chacun fait son truc dans son coin. Sauf que ce n'est pas toujours aussi simple. Très souvent, des petites contraintes logistiques suffisent à mettre en tension les désirs. Peut-être que pour aller au musée ou faire les courses, on a besoin de vélos. Et peut-être qu'il n'y a pas assez d'antivols pour séparer les 6 vélos. Cela impose à nos 3 couples de mettre en marche un processus de décision qui peut générer des petits conflits, des insatisfactions. Mais il peut y avoir des raisons plus fondamentales à l'origine d'une tension. Peut-être que Fred et Dominique considèrent qu'il est urgent de faire les courses et que c'est une corvée qu'il ou elle ne devrait pas assurer seul. Camille et Claude sont d'accord avec Fred et Dominique, mais c'est le dernier jour de l'exposition et le musée leur semble donc prioritaire. Comment décide-t-on? La question de la décision se confond ici avec celle de l'autorité. Quelle personne, quelle idée, quel principe va faire autorité? Quel va être le critère qui va intervenir, explicitement ou implicitement,
pour orienter la prise de décision et donc valider un des 3 désirs. Si je prends cet exemple dans une vidéo autour du capitalisme, c'est pour mettre en lumière l'idée que sous couvert d'égalité, d'horizontalité, c'est-à-dire en l'absence de hiérarchie officielle et explicite, des rapports de pouvoir et de domination émergent malgré tout à partir des désirs. De même, on entend parfois parler du libre marché des idées. C'est une espèce de fantasme qui suppose que les idées circuleraient toutes librement et que ce seraient donc les meilleures idées qui s'imposent. On oublie tous les rouages, explicites ou implicites, les conditions matérielles, bref, tous les éléments de la réalité qui favorisent la diffusion de certaines idées au détriment d'autres. On oublie en fait la puissance d'influence des normes et des habitudes. C'est pareil ici. Il faut se demander comment l'autorité se forme-t-elle pendant les vacances, selon quels critères. La première chose à relever, c'est qu'il faut bien distinguer l'autorité explicite de l'autorité implicite. Si Alice et Alex disent « pendant ces vacances, c'est nous qui décidons », alors c'est un cas assez particulier et les 4 autres auront à se positionner vis-à-vis de cette prise de pouvoir. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien plutôt les rapports de domination discrets, quasi imperceptibles. Alors l'autorité peut s'établir de manière différente. Mettons que Camille et Claude avaient déjà loué cette maison l'an passé, ou ont déjà passé des vacances dans la région. Peut-être alors que leur connaissance de l'endroit leur conférera une sorte d'ascendant pour ce qui est de décider des balades à faire ou des restaurants où aller. Camille et Claude diront « On avait été par ce petit chemin, c'était ravissant » ou « On avait été très déçus par ce restaurant, tandis que celui-ci était délicieux ». Ces petites phrases toutes bêtes ont une force de persuasion. D'abord, on est habitué à respecter l'expérience, à considérer le savoir de celles et ceux qui ont déjà fait quelque chose. Naturellement, une espèce d'autorité découle de cette position de sachant. C'est une norme, et d'autres normes peuvent intervenir. Par exemple, les conventions sociales. On s'interdira de faire quelque chose parce que ça ne se fait pas. Alice ne s'autorisera pas à se réveiller à 14 h, même si c'est ce qu'elle aime faire, parce que ça ne se fait pas. Parce que tacitement, on s'attend à déjeuner tous ensemble, etc. L'autorité peut aussi venir du collectif. Si Alice, Alex, Camille et Claude se connaissent mieux, peut-être qu'il leur sera plus facile de se mettre d'accord et peut-être que Fred et Dominique se sentiront obligés d'aller dans leur sens. L'autorité peut venir du caractère des individus. Peut-être que Camille et Claude ont une autorité naturelle. Ils ou elles prennent facilement les devants, font des propositions, argumentent habilement en faveur d'une décision, etc., de sorte que les 2 autres couples se laisseront influencer, voire convaincre. Peut-être même qu'Alice, Alex, Fred et Dominique ne prendront même pas conscience de leurs désirs, de ce qu'ils ou elles avaient envie de faire, parce que Camille et Claude les auront mis face à un certain choix. Peut-être qu'une dynamique de groupe va s'installer d'elle-même, privilégiant les activités au détriment du farniente, à cause d'un système de valeurs implicite. Parce qu'il peut paraître plus difficile de revendiquer son désir de glander dans une chaise longue que son désir de vouloir faire une exposition. Le fait d'être actif est souvent davantage valorisé. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'en fonction des contextes, certains désirs paraissent plus légitimes que d'autres. C'est une histoire de normes. Et les normes, c'est un peu l'effet boule de neige. Il est plus facile d'exprimer un désir qui paraît légitime, et par conséquent, on exprime moins les désirs considérés comme moins légitimes. Et parce qu'on les exprime moins, ils ne parviennent jamais à gagner en légitimité. C'est pas facile à vivre quand on ne se sent pas légitime de désirer quelque chose, quand on a l'impression qu'on ne peut pas exprimer ce qu'on voudrait faire parce que ça irait contre l'ordre naturel des choses. De l'autre côté, les désirs légitimés renvoient à des plaisirs considérés comme légitimes. Et si un contexte social et culturel participe à légitimer certains plaisirs, ce qui se passe, c'est que cela encourage les individus à chercher tel ou tel plaisir. En somme, le pouvoir de la norme, c'est celui de nous faire croire qu'on a de bonnes raisons de prendre du plaisir à faire ceci et à ne pas aimer faire cela. Et comme on disait, cela fait boule de neige. Cette idée qu'on a raison de prendre du plaisir ajoute du plaisir au plaisir, ce qui rend l'activité encore plus désirable. Et comme on a tendance à voir le plaisir comme le but ultime, on subit encore davantage notre désir. Il est très difficile d'interroger son rapport au plaisir. Et il me semble que les vacances représentent l'occasion de remarquer comment s'organise, parfois malgré soi, la gestion collective des désirs et des plaisirs. C'est un moment opportun pour apprendre sur soi. Pour illustrer ça et terminer cette vidéo, je voudrais vous raconter un petit conte taoïste que ma mère me racontait quand j'étais petit et que j'ai mis près de 30 ans à comprendre vraiment. Je vous fais la version courte et abrégée. C'est la fête du village et celle-ci se clôt avec une tombola. Le fils d'un paysan gagne le premier prix, un cheval. Le lendemain, le voisin du paysan vient le voir et lui dit « Waouh, quelle chance il a eu ton fils, le premier prix, un cheval !» Le paysan répond « On verra, on verra. » 2 jours passent. Le fils du paysan monte à cheval pour la première fois et immédiatement tombe et se casse la jambe. Le voisin du paysan vient le voir. « Oh, bah dis donc, quelle poisse! À peine il reçoit son cheval qu'il se casse la jambe. » Le paysan répond « Oh, on verra, on verra. » 1 semaine plus tard, le Japon déclare la guerre à la Chine.
Tous les jeunes du village sont appelés à partir au front, sauf le fils du paysan, qui est réformé, puisqu'il a la jambe cassée. Le voisin vient le voir. Quelle chance il a eu ton fils, se casser la jambe juste avant la guerre. Le paysan répond, on verra. 3 mois plus tard, les jeunes du village reviennent de guerre, pleins de décorations et d'histoires héroïques. Ils sont célébrés lors d'une grande fête. Le voisin vient voir le paysan et lui dit, ah, il n'a pas de chance ton fils, il ne peut pas être célébré ce soir. Le paysan répond, ah, on verra, on verra. Quand je dis que j'ai mis près de 30 ans à comprendre cette histoire, ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, je ne voyais que la réaction aux mauvaises nouvelles. Je ne comprenais cette sagesse qu'en fonction de sa capacité à faire accepter le moment désagréable. Et je crois que notre problème se trouve là précisément, dans le fait que spontanément, on ne prend que la moitié de l'histoire. On se dit qu'on laissera passer les défaites, mais on continue de s'autoriser à célébrer les victoires. Sauf que non, c'est manquer toute la profondeur de cette histoire, et c'est continuer à aborder la vie comme une succession de moments dont certains valent plus que d'autres. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est précisément que le paysan dit « on verra » aussi pour les moments qui apparaissent au premier abord comme des succès qu'on voudrait célébrer. Et moi, j'ai envie d'ajouter qu'il faut surtout le dire pour ces moments-là. Mais ça nous paraît contre-intuitif, et même flippant, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir profiter. Si je ne célèbre pas les petites victoires de la vie, je ne vais pas en profiter, je vais passer à côté de ma vie. Et encore une fois, parce qu'on confond plaisir et bonheur. Cette confusion est typiquement capitaliste. On peut consommer le plaisir, on peut l'obtenir, l'acheter. Tant que l'on sépare l'existence en moments plaisants et moments désagréables, on continuera de voir notre vie selon la distinction moments qui font que la vie vaut la peine d'être vécue versus moments qui gâchent la vie. Une distinction qui fait directement le jeu de la société de consommation. Ça invite à consommer le temps, à chercher à obtenir des moments plaisants. Regardez comment on cherche à nous vendre des bons moments, des moments fun, sympas, intenses, kiffants. Avec l'idée que c'est ça, une vie réussie. Une vie riche de plaisir. Les conditions de possibilité du plaisir sont très souvent associées au fait de consommer. Les vacances, donc, mais aussi l'alcool, les bars, les restaurants. On pourrait être tenté de se demander à côté de combien de moments on est passé, simplement parce qu'ils ne répondaient pas aux critères de plaisir qu'on a intériorisés. Combien d'heures de nos vies passées frustrés, déçus, impatients que le prochain moment plaisant intervienne, tout simplement parce qu'on ne se laissait pas la possibilité de vivre le moment tel qu'il était. Mais se demander cela, c'est retomber dans le même travers. C'est à nouveau se mettre la même pression consistant à vouloir rentabiliser son temps. C'est culpabiliser d'avoir perdu du temps à être frustré quand on aurait pu le passer plus heureux. C'est à nouveau considérer que les moments déplaisants sont des moments gâchés. Alors, soyons joyeux quand nous vivons un moment agréable et soyons frustrés, soyons déçus quand nous faisons face à quelque chose de déplaisant. Mais ne soyons pas dupes. N'oublions pas quelle disposition d'esprit est impliquée dans cette évaluation des moments. Observons-nous à l'œuvre, soyons conscients que nous jugeons la vie et selon des critères culturels qui plus est. C'est constamment présent. Il y a par exemple un plaisir à voir le métro arriver immédiatement. Et il y a une sensation désagréable à découvrir au contraire qu'il faudra l'attendre 10 minutes sur le quai. On passe notre temps à juger le moment présent selon qu'il est plaisant ou déplaisant et nous cherchons à maîtriser notre quotidien pour qu'il y ait le maximum de moments plaisants et le minimum de moments déplaisants. Ce désir de maîtrise est apparentable à un désir de propriété. Chercher à être maître de son quotidien, de la qualité des moments vécus, c'est chercher à posséder les moments plaisants. Je fais ce rapprochement pour 2 raisons différentes. 1. Maîtriser son quotidien en ce sens, c'est s'arranger pour avoir des moments plaisants sous la main ou à disposition. Avoir la maîtrise des expériences qui nous arrivent, c'est pouvoir décider de vivre un moment agréable ou d'éviter un moment désagréable. C'est donc avoir à disposition les moyens d'obtenir ce moment plaisant ou de fuir le moment déplaisant. Par extension, c'est en ce sens posséder le moment lui-même. 2. Ensuite, en un autre sens, peut-être plus difficile à appréhender, maîtriser nos expériences, cela suppose de pouvoir les cadrer, les contrôler, leur imposer notre volonté. Pour qu'un moment plaisant soit un moment plaisant, il ne faut pas que plane au-dessus de lui la menace de pouvoir se transformer à n'importe quel moment en moment franchement désagréable. Tenez, quand on regarde du sport, si l'équipe qu'on supporte est menée 3-0, c'est franchement désagréable. S'il y a 1-1, c'est tendu, donc plutôt désagréable. Si elle mène 1-0, c'est mieux, mais on passe par des moments d'inquiétude qui ternissent le plaisir. Et si notre équipe déroule et mène 3-0, alors là, on en profite vraiment. Ce désir de maîtrise et de possession, c'est donc aussi un désir de sécurité. On a envie de savoir à quoi on peut s'attendre. C'est donc le confort de la propriété. On cherche à accumuler les conditions favorables, les éléments qui vont nous aider à passer des bons moments durables. On thésaurise, on capitalise sur des états mentaux rassurants et plaisants. On se demande si le moment présent a de la valeur, c'est-à-dire s'il va dans le sens de notre désir, si on peut en profiter. Et on se met une certaine pression. Ne pas être un loser, ce serait savoir se mettre en situation de vivre des moments considérés comme réussis, valorisés. D'où l'énorme pression qui intervient au moment des vacances. On accepte de subir toute une partie de notre temps au travail, on accepte que ce soit plutôt déplaisant.
parce qu'on a intégré l'emploi comme un impératif. Mais les vacances, les week-ends, le temps dit libre, c'est du temps pour soi. C'est ce qu'on doit rentabiliser pour être content. On développe une relation au plaisir qui est analogue à l'addiction. Le moment entre les moments de plaisir est un temps vide qu'on voudrait pouvoir abroger. On organise notre vie tout entière en fonction du plaisir qu'on peut obtenir ou de la souffrance à éviter. Il ne nous paraît pas absurde du tout de faire tout un tas d'efforts en vue d'un moment censé être agréable. C'est notre habitude. Et donc on cherche des moyens d'obtenir du plaisir. On se renseigne. On regarde comment font les autres. On évalue sa vie en fonction de ce qu'on voit chez le voisin. On compare la somme de plaisir dans notre vie à la somme de plaisir dans la vie des autres. On compare notre vie avec ce qu'elle pourrait être. Toujours cette distinction entre ce qui est, d'une part, et d'autre part, ce qui pourrait ou devrait être. Distinction qui fait le carburant de l'éthos capitaliste, puisque ça nous pousse à nous demander, n'y a-t-il pas une meilleure offre quelque part, une meilleure situation, et si oui, comment l'obtenir? On se fait une idée de ce à quoi on pense avoir droit, de la quantité de plaisir que les gens autour de nous vivent, et on se compare. Si on est plus riche de plaisir que son voisin, on est rassuré. Sinon, on se sent bête, voire on a l'impression de rater sa vie. Parce qu'on croit qu'une vie avec moins de plaisir est une vie moins réussie. C'est pour ça que je parlais de compétition au début de la vidéo. La compétition est un moyen de faire des comparaisons, ou plus précisément des évaluations, c'est-à-dire d'identifier ce qu'il y a de mieux, voire même le meilleur. Alors on fait de notre vie une compétition où gagner suppose d'obtenir le maximum de plaisir. Notez que cette compétition n'est pas nécessairement tournée vers les autres. Elle peut se jouer en soi-même. Par exemple, on met en concurrence le présent avec le passé. Et c'est pour ça qu'on parlait de vacances. Des vacances aussi pénibles, ennuyeuses que le travail seraient considérées comme ratées. En fait, on compare le moment vacances au moment travail qui précède ou à d'anciennes vacances pour évaluer sa réussite. Ce n'est pas forcément une comparaison consciente, ça peut se dérouler au fond de notre esprit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on cherche constamment à obtenir une situation favorable. Si l'on veut se soigner du capitaliste en nous, sans doute faut-il se pencher sur notre rapport au plaisir et à la consommation du temps. On a forcément été contaminé, et ce jusque dans les couches les plus profondes de notre inconscient, par l'idéologie capitaliste. Et je crois que pour lutter contre le capitalisme, il faut le comprendre le plus précisément possible. Pour comprendre le capitalisme, il me semble judicieux d'observer en soi-même les petites maladies et névroses qu'il nous a transmises. Pensez-y la prochaine fois que vous partez en vacances, si elles ne sont pas aussi chouettes que prévu bien sûr, mais également si elles sont trop cool. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.